Amis Gilets jaunes, amis sans dents, bienvenue dans ce nouvel épisode de S2HE4. Nous aborderons les orientations sexuelles de Emmanuel Macron. Ah non, c'est pas ça. Non, nous parlerons des Gilets jaunes, donc les Gilets jaunes pour les nuls, où nous allons aborder différents thèmes pour essayer de comprendre un petit peu ce qui a pu se passer entre l'acte 1 et l'acte prochain 5. Essayer de comprendre un petit peu les motivations des gens et savoir ce que représente un petit peu ce mouvement. Bon bah c'est parti. À la suite des manifestations du 1er sur les champs, et après avoir vu les tensions que cela pouvait générer, je souhaitais apporter quelques éléments de réponse quant à la question pourquoi est-ce que ça prend de telles proportions. J'ai été assez choqué de certaines réactions très vives qui se sont opposées avec une violence inouïe, parfois sans même prendre le temps de réfléchir. J'ai donc souhaité présenter ce que j'avais vécu ce 1er décembre. Il y a une vidéo qui a été faite, qui est sur la chaîne, que je vous invite à aller regarder, pour donner un éclairage un petit peu différent, qui était contrebalancer un petit peu ce que j'avais vu à la télé, qui me semblait pas être tout à fait juste. Ensuite, pour que les personnes aveugles et sourdes comprennent un petit peu mieux les revendications de ce mouvement, puisque moi, mes yeux et mes oreilles saignent de voir ma France comme ça. Enfin, pour expliquer que les solutions sont là et qu'il y a véritablement un souci avec l'exécutif et les informations qui nous sont données. Alors, ça ne devait pas durer plus de 3 jours, si je me rappelle bien. Et on nous avait dit, de toute façon, ils iront travailler lundi, ça ne durera pas. Alors, ça fait quand même déjà plus de 3 semaines, voire 4, et bientôt 5. Donc est venu par la suite le temps de la couverture médiatique qui a fait passer les gilets jaunes pour des prolos. Donc, salut les prolos. En sélectionnant de manière très caricaturale les images à diffuser en boucle, afin que ça finisse par devenir une vérité. Où est le respect de la charte de Munich de 1971 que je vous invite à lire et que je mets en lien. Tout ce que je dis, je vais le mettre en lien, ce sera plus simple. Je crois que la malhonnêteté, mais plus encore la partialité avec laquelle ont été couvertes ces manifestations et revendications, ont été le ciment de cette révolte, même si c'en est pas à l'origine. C'est montrer s'il en était encore besoin que des gens ne réalisent pas que quelques heures après ce genre d'événement, les réseaux sociaux s'activent et offrent des images, des reportages et des interviews qui ne s'accordent pas avec la version officielle. Cela ne fait que renforcer davantage l'idée que les gens sont méprisés, que leurs idées ne sont pas écoutées. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comment notre premier sinistre peut dire en même temps être à l'écoute des gens et ne pas vouloir changer d'avis. Non, 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 Abdelrahman Dafri. Pas besoin d'être énarque pour réaliser qu'il y a un problème. Pourtant, il y avait la possibilité de donner du temps de parole à chaque camp, pour avoir un tant soit peu d'objectivité. Car on ne peut pas dire que les chaînes comme BFM TV, LCI soient objectives lorsqu'elles orientent les débats avec la bien-pensance habituelle comme prisme de lecture. Les gens qui parlent de réalités qu'ils ne connaissent pas, de difficultés qu'ils n'ont jamais vécues, de problématiques qui leur sont complètement inconnues. Comment se peut-il que ces mêmes gens soient un moment en mesure de résoudre quoi que ce soit ? La théorie, c'est utile, mais ça ne remplace pas la réalité du terrain. Et au lieu de les opposer, rien n'a été fait pour que cette théorie et la réalité pratique soient réunies avec comme ferment un peu de bon sens. C'est même le contraire. On a vu beaucoup de questions à la con du style « Qui sont les gilets jaunes ?» David, bonsoir à tous. D'abord, comment est-il né ce mouvement des Gilets jaunes? Qui en sont les initiateurs? Je crois que c'est des Français, franchement. Il me semble assez évident que c'est le cas. Qu'on n'avait pas de représentants, c'est logique, c'est les Français, donc on va pas arriver à je ne sais pas combien de millions pour aller rencontrer Filou. Et ce qu'ils veulent, une politique sérieuse pour le peuple au sens le plus large du terme, c'est-à-dire pour tous. Il n'y a pas besoin d'économistes de merde ou de techniciens sans vision, et encore moins des opportunistes dont la seule performance est de monoloquer en créant des polémiques stériles pour enfumer et endormir les gens. On s'en rend compte. Car in fine, cette manifestation était prévisible et facile à comprendre, voire même assez logique. Certains politologues ont des analyses qui me semblent modérées et parfaitement accessibles, et qui expliquent comment, de manière assez visible, la fracture s'est produite, et comment la colère s'est installée. Que pensez-vous de la genèse de ce mouvement des Gilets jaunes? Alors, il correspond assez exactement à ce dont je rêve depuis plus de 10 ans, 13 ans. Je n'ose même pas y croire tellement ça correspond. Les humains opprimés, les plus maltraités, se lèvent et se révoltent contre ceux qui les maltraitent. Et ils le font spontanément, sans chef, en faisant très attention
à la représentation en faisant d'emblée, presque comme première cause commune, le fait de ne plus être représentés, tellement ils en ont marre d'être mal représentés. D'ailleurs, à ce propos, je vous encourage vivement à aller voir le lien que je vais vous mettre sur l'interview qu'a fait Jérôme Sainte-Marie, donc politologue, sur France Inter, qui était très très sympathique et à mon avis très intéressante. Dans ces mouvements des Gilets jaunes, on voit des gens d'horizons différents qui, en dehors de ce mouvement, ne se seraient sans doute jamais parlé, qui là se retrouvent depuis 3 semaines, parfois en pleine nuit, sur des ronds-points à parler politique. Ça doit vous interpeller, vous, le politologue. C'est quoi? C'est un apprentissage de la démocratie directe, des gens qui parfois manifestent pour la première fois de leur vie et qui découvrent la politique au sens premier du terme, la vie de la cité, qui s'organisent, qui font vivre les idées. Alors c'est un élément effectivement très intéressant. Alors il se trouve que j'observe, y compris professionnellement, les manifestations depuis 30 ans, y compris pour le CNRS, et j'ai été frappé ces dernières semaines dans les rassemblements parisiens. Je ne reconnaissais personne, c'est-à-dire que les cadres militants habituels ne sont pas là. Et quand on discute avec les gens, effectivement, beaucoup viennent de province, exprès pour la manifestation, et cependant n'ont pas une pratique militante récente. Ce qui est encore plus frappant, et ça se voit également dans les sondages, c'est que les choix politiques, à part évidemment le fait de ne pas avoir voté pour Macron au premier tour de l'élection présidentielle, les choix politiques ne sont pas déterminants. Ce qui rassemble tous ces gens, c'est d'abord une condition sociale à peu près équivalente. Encore une fois, travailler pour un revenu relativement modeste et ne pas réussir à s'en sortir. Ce ne sont pas des exclus, ce ne sont certainement pas des gens qui sont aisés. Et ça, pour eux, ça les rassemble. Donc c'est plus une communauté sociale et culturelle qui l'emporte sur les clivages politiques. Merci beaucoup pour votre analyse et vos explications. Jérôme Sainte-Marie, vous êtes politologue et fondateur de la société d'études Pollingvox. Vous étiez en direct sur France Inter. Alors, vient ensuite la question de savoir comment se fait-il que nos élites, s'il s'agit encore d'élites à ce point-là, soient déconnectées de la réalité du terrain. Je pense personnellement qu'ils entendent mais ne comprennent pas, car ils sont là pour faire carrière et appliquer ce qu'ils ont appris, c'est-à-dire franchement de la manipulation. Mais ils ne sont en réalité pas formés pour penser par eux-mêmes ou pour apporter de nouvelles solutions. On a affaire à des gestionnaires de carrière, formés pour répondre à des problèmes d'État, dans un cadre défini avec une administration acquise, comme le mur des cons par exemple. J'ai imaginé une métaphore imagée. Ce serait par exemple de réparer et d'améliorer une machine par des techniciens très pointus, le souci étant que la machine est inadaptée et qu'elle ne répond pas aux besoins essentiels. Et au lieu de changer la machine et de la repenser, les techniciens persistent à améliorer cette machine sans avoir véritablement de vision globale pertinente. Ce qui en gros reviendrait à réparer un Minitel avec un ordinateur très performant. Les ingénieux ne sont pas forcément des ingénieurs, et réciproquement. Ensuite, j'aimerais poursuivre sur le mouvement lui-même, car je me rends bien compte qu'après ce 1er décembre, que l'émotionnel prend le pas sur la raison, et qu'au lieu de prendre le temps pour fédérer des idées et de les mettre en avant, c'est-à-dire offrir quelque chose de positif, on laisse place à une colère dangereuse qui détruit plus qu'elle ne construit. On en arrive à opposer des gens, comme les gendarmes, les policiers et les manifestants, alors que le mouvement, il ne s'agit pas d'opposer les gens, il s'agit de les fédérer. À mon avis, c'est une énorme manipulation des images, parce que si les débordements existent de part et d'autre, ils ne sont pas représentatifs et ne reflètent clairement pas l'esprit de cette révolte populaire. Car il y avait énormément d'images positives, mais qui ne font pas vendre. Je veux dire par là qu'il n'y a pas de volonté affichée de chercher à faire bien, à faire juste, à être dans une critique, plutôt que d'être dans une critique en fait violente, excessive et caricaturale de tout, au lieu de la recherche de l'intérêt commun et positif. 90% des gens sont contre les manifestations et les violences, et encore plus contre les débordements. Les casseurs sont détestés, les extrêmes et antifa pas les bienvenus. Ce qui n'est pas le cas des polices et des gendarmes. Moi j'ai entendu, pour m'être rendu dans beaucoup de manifestations, des cris comme la police avec nous. Voilà, je pense que ça, on l'a pas suffisamment vu. En ce moment, on continue à jouer sur les peurs. On dit même que c'est à cause des gilets jaunes qu'on vend moins, mais sans blague. C'est les sans-dents qui peuvent plus se payer des cadeaux et qui en ont plein le cul, qu'on leur vend du rêve inaccessible, peut-être. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un véritable souci avec des mots comme attention, les gens vont se faire tuer.
personne n'a envie de se faire tuer, ni les gendarmes, ni les gilets jaunes, ni personne. Je pense qu'on vend de la peur pour que les gens restent chez eux et pour que tout ça se tasse. Et je trouve ça très malhonnête. Parce que je vous rappelle quand même, hein, petite information, que c'est grâce à ces gens que le gouvernement recule, alors que personne n'y croyait et que ça va profiter à ceux-là même qui se foutent des gilets jaunes sans rien faire d'autre que de critiquer. Plus personne ne croit en la politique, mais ça reste là dans son fauteuil à refaire le monde, des hypocrites et des sans-couilles. Franchement. Encore une fois, je ne parle pas de manifestations et pas des violences. Parce que si la violence ne dénoue pas les problèmes, je note quand même qu'avant le 1er décembre, rien n'avait bougé, et que discuter avec quelqu'un qui ne veut pas parler, ça relève de la psychiatrie. Et on n'est pas tous fous. Il existe des solutions pour tous les problèmes que nous rencontrons. Encore faudrait-il se fédérer sur l'essentiel plutôt que de chercher des points de détail. J'en veux pour preuve les nouvelles lois qui nous sont données avec l'AFC. Est-ce qu'on ne pourrait pas se concentrer sur les violences de base plutôt que de nous faire un texte sur l'AFC qui est absolument creux, où il n'y a absolument aucune sanction, c'est-à-dire que tu peux continuer à baffer tes gosses, ça posera absolument aucun problème, alors que le problème, c'est un problème de fond, c'est la violence. C'est-à-dire que c'est pas la violence qui est faite aux femmes, c'est pas la violence qui est faite à je sais pas qui, c'est la violence dans sa globalité. Et on nous pond une loi sur la fessée. Et tout est comme ça. La pollution, on va essayer de racketter les petites gens, c'est ce qui a créé d'ailleurs, qui a cristallisé cette révolte. On veut racketter les gens au lieu de défoncer les industriels qui produisent des merdes polluantes, sous une bannière joliment étiquetée écologie. Et en plus, franchement, c'est se moquer véritablement des gens qui sont investis pour cette cause. Je vous invite à aller voir le site Science for All, qui est très bien et qui a fait un article très sympathique qui s'appelle « La solution contre le changement climatique », qui, à mon avis, est à voir. Alors, il y a d'autres sujets, on ne va pas tous les lister parce qu'il y en a pour 150 ans, mais pour les prisons, pour le bon sens, par exemple, ne pas faire sortir des pédophiles, alors qu'on sait très bien que c'est des multirécidivistes, etc., etc. Donc il faudrait éviter de prendre les gens pour des cons. Moi j'en ai assez d'être instrumentalisé dans cette société complètement déshumanisée. Car si tout le monde n'a pas le temps de s'informer correctement, surtout, on n'a pas besoin d'être extrêmement malin pour voir que tout cela manque de bon sens et de cohérence. Sur l'élection. Et nous, si nous voulons nous émanciper de ces maîtres, puisque les élus sont élus par les riches, on pourra en reparler tout à l'heure, si on veut s'en émanciper, il faut qu'on devienne des citoyens. Et la citoyenneté, la démocratie va reposer sur le vote et pas sur l'élection. Nous voudrions voter nous-mêmes nos lois, commune par commune, département par département, région par région, au niveau national. Nous voudrions participer à l'élaboration du droit auquel nous voulons obéir, auquel nous consentons à obéir, comme des adultes. C'est vrai qu'au début, il y a une espèce de complexe d'infériorité. On se dit, mais je n'y connais rien, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne l'ai jamais lu, la Constitution. Alors je leur dis, mais regardez, achetez-la, la Constitution. Ça vaut 4 €. Faites l'investissement, vous allez voir. Ça s'appelle Constitution de la République française. Ça n'est pas une Constitution, c'est une anti-Constitution. En fait, c'est une Constitution, ça devrait être une protection. On devrait être protégé contre nos représentants, contre les abus de pouvoir de nos représentants avec ce texte. Et en fait, ce texte est une prison. Ce texte nous interdit de faire quoi que ce soit contre nos représentants. Nos représentants font exactement ce qu'ils veulent, nous ne pouvons rien. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est de ne pas les réélire. Mais en fait, quand vous dites je ne réélirai pas la crapule A, vous allez avoir comme choix uniquement la crapule B. Et quand la crapule B vous aura insupporté après un nouveau mandat, vous n'aurez le choix qu'à revenir à la crapule A. En fait, ce sont des faux choix qui sont dans l'élection. Et la Constitution, enfin l'anti-Constitution de 58, mais c'est comme ça partout dans le monde, il n'y a pas qu'en France. Et puis c'est pas la première, il y en a eu d'autres avant. Ça fait 200 ans que ça dure. Ça fait 200 ans que les élus ont pris le contrôle du processus constituant et ne veulent pas le lâcher. Et nous leur laissons. Il faut dire aussi qu'ils le font parce que nous les laissons faire. Comme nous ne sommes pas entraînés à écrire la Constitution, on complexe, on a peur de mal écrire, on a peur de faire des bêtises, et donc on les laisse, on accepte d'élire l'Assemblée constituante. À défaut de partager tous le même point de vue, on pourra au moins s'entendre sur certains points et sur certaines priorités sur lesquelles 80% des gens sont d'accord. D'où le succès des Gilets jaunes d'ailleurs. Comment se fait-il que j'ai des éléments de réponse en me posant certaines questions et que notre gouvernement normalement composé de l'élite ne soit pas en mesure de concevoir et ne trouve pas de solution adaptée à ces problématiques, dont je rappelle que pour certaines elles sont connues depuis longtemps. Le vote, plus personne n'y croit. Le point de rupture selon moi, c'est le référendum bafoué par notre plus petit président. De même, je m'étonne qu'on puisse encore ne pas pouvoir prendre différents types de sources pour appuyer une idée.
car aujourd'hui, il faut être entièrement à gauche, entièrement à droite ou au centre. En fait, il faut être positionné. Mais depuis quand les idées appartiennent aux partis politiques? Je peux être sensible à certains arguments censés d'où qu'ils viennent. C'est faire preuve d'ouverture d'esprit, d'écoute, au lieu de s'enterrer et de ne s'occuper que d'un point de vue et de devenir aveugle et sourd au reste par esprit de corps. La République en marche incarnait pour moi cette idée de rassemblement autour d'un projet pour tous, qui idéalement était plutôt une belle idée. Au final, ils n'ont rien vu, rien entendu et rien compris, et mis en place une politique désastreuse et défavorable à l'ensemble de la population. Mais le débat, il est inexistant ou plutôt manichéen, il faut être du bon côté ou du mauvais, un peu à la George Bush avec l'axe du bien et du mal. Bref. Rappelez-vous que les extrêmes sont l'un à côté de l'autre. Et je vous mets en lien un texte que j'avais fait il y a quelque temps déjà, où j'avais marqué le bon sens a de l'avenir, et que tout n'était pas blanc ou noir, et que personne n'avait le courage d'admettre que les solutions les plus intéressantes se situaient souvent dans un fragile équilibre entre les deux, et qu'on n'osait plus le dire parce qu'on avait peur de ne pas être compris, ou pire d'être moqué. Dès qu'il n'y a plus de place, en fait, à la réflexion, on n'envisage pas de pouvoir être en désaccord sur certains points. C'est évidemment un des problèmes posés par ce type de manifestation. Ils n'ont pas de revendication, on ne sait pas ce qu'ils veulent. C'est une vaste blague, il faut couper la télévision, ouvrir vos fenêtres et écouter, faire un mix des revendications en 10 points par exemple. La réalité, mais tout le monde s'en fout de la réalité, mon pauvre ami. Parce que si la réalité intéressait les gens, eh ben les gens éteindraient leur télé, regarderaient par la fenêtre, réfléchis. Alors je vais le faire pour vous, c'est non exhaustif, ça me semble être une synthèse à peu près cohérente de ce que j'ai vu et entendu, et de ce que je pense. Alors, un petit préambule, je l'avais fait un petit peu avant la manif du 1er décembre, donc ça fait déjà un petit moment. Ça me semble toujours d'actualité, même s'il y a eu beaucoup d'avancées dans ce domaine, parce qu'à la base, personne ne savait ce qu'on voulait. Hein. Donc les gilets jaunes, le préambule, c'était effectivement à l'époque, j'avais marqué en condition 0, de retirer la fausse taxe de transition énergétique sur des produits pétroliers, parce que l'attribution des taxes pétrolières et tabac en l'occurrence, me semble-t-il, était destiné plutôt à la dette, au remboursement de la dette de l'Europe. En point numéro 1, j'avais mis être vu, entendu et compris, ce qui n'est pas le cas puisque le gouvernement se demande toujours ce que l'on veut, très simplement une représentativité réelle. 2. Qu'ils arrêtent la poudre de perlimpinpin et les mensonges et les manipulations grotesques qui ne trompent plus personne. Depuis novembre 2015, Schengen le permet, nous avons rétabli des contrôles aux frontières pour lutter contre les terroristes qui ont permis l'interpellation de plus de 70 000 personnes. Donc ce que vous proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. 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 Répondez en fait jamais aux questions. Vous parlez toujours du passé et des autres. Mais c'est très bien, les Français comprendront que vous n'avez rien à proposer. C'est de la poudre de perlimpinpin. 3. Réorganiser la répartition des richesses via une refonte des taxes et des lois trop compliquées, par des projets simples, clairs, avec un but précis. Stop au cumul de mesurettes de merde, à la con, pour se demander enfin où passe notre argent, et qu'on arrête de payer des mecs qui sont absents ou des professionnels de l'enfumage. Alors j'avais mis 3 points supplémentaires dans cette mesure. 3.1, augmentation du salaire minimum et des vrais contrats pour les prolos qui bossent. 3.2, taxer les fraudeurs, Google, les exilés et autres et les très hauts salaires. 3.3, nationaliser les entreprises clés de la société qu'on a payées 100 fois pour que les bénéfices servent à améliorer le quotidien. Je pensais notamment aux autoroutes. 4. Rendre le droit de vote pour des sujets sensibles comme l'Europe, les guerres, par des référendums, surtout à l'heure où la technologie pourrait nous permettre de régler ça en une journée. Hein. Investir dans des secteurs d'avenir, l'éducation, développer le sens critique, la créativité, renforcer l'apprentissage des matières de base utiles à la compréhension de ce qui nous entoure, en créant un nouveau circuit de formation continue sur la base des connaissances et pas en fonction du niveau de diplôme, qui correspond à rien selon moi. Investir aussi dans la recherche, les énergies, les technologies, l'éthique, la sociologie, bref. 6. Rendre du pouvoir aux territoires de proximité, stop à une décentralisation et à la concentration des pouvoirs. 7. Donner plus de moyens à la justice pour que cette dernière puisse rendre un service correct aux citoyens. 8. Sortir de l'Europe, qui nous spolie de nos droits au profit de on ne sait qui avec des règles qu'on n'a pas votées et qui ruinent les peuples. Une pensée spécialement aux Grecs qui sont quand même bien allés se faire voir. 9. Rétablir des principes de laïcité stricts
Parce que moi j'en ai ras-le-bol qu'on me casse les couilles avec des problèmes religieux, problèmes sexuels, etc., qui sont de l'ordre du personnel, et j'ai pas envie qu'on m'impose les choses. Surtout que la laïcité, pour moi, est un gage de justement de pratique de toutes ces choses dans le cadre personnel. 10, et une mesure assez importante, récupérer une monnaie qui est pour moi le nerf de la guerre, c'est-à-dire arrêter d'emprunter pour rembourser une dette, marre de payer pour des banques qu'on a renflouées qui continuent de faire des bénéfices records. Vous m'aurez compris, je pense que c'est un peu de bon sens tout ça. Et je vous mettrai aussi en copie 2-3 autres listes pour vous apporter d'autres revendications, parce que c'est pas exhaustif comme je l'avais dit. Donc, on va être très clair en conclusion, on peut dire que je peux me tromper, que mon avis et ma parole n'est pas d'or et n'engage que moi. Certains s'y retrouveront, d'autres pas. Certains rebondiront directement sur ce qui ne leur plaît pas et d'autres sur les bonnes idées mises en avant. Certains réfléchiront avant d'écrire, d'autres se jetteront à tombeau ouvert pour étaler parfois trop vite ce qui les oppresse. Et à défaut de juger de l'intérêt de cette modeste petite réflexion, j'espère que cela vous aura au moins apporté un éclairage différent. Et si ce n'est pas le cas, bien écoutez, je serais ravi d'écouter à mon tour votre avis, pour peu qu'il soit constructif. J'espère que l'acte 5 se passera bien. Je ferai une petite vidéo sur l'acte 4 que j'ai pas eu le temps de finaliser pour vous montrer que contrairement à la semaine passée, ça s'est très bien déroulé. Et puis un petit bonus dans les vidéos, j'ai pu rencontrer 2-3 personnes sur internet, dont certains youtubeurs, à qui je ferai une petite dédicace et les remercier de leur gentillesse et de l'invitation qu'ils avaient donnée. On n'est pas content.